Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va présenter le rôle hydraulique des composantes de la turbine. Je suis Michel Sabourin et vous êtes sur le cours ENR 811 Énergie renouvelable. Donc, on va présenter le rôle hydraulique des différentes composantes en suivant l'écoulement de l'eau. Alors, ici, on a une coupe en 3 dimensions, une vue artistique d'un groupe turbine alternateur. Alors, la turbine, bien, c'est cette partie ici. Alors, juste comme connaissance générale, on exprime la dimension de la turbine par rapport à son diamètre à la sortie. Donc, c'est le diamètre interne à la sortie de la roue, qui est la dimension de référence. Alors, quand on parle d'échelle, on va comparer ce diamètre-là d'une turbine à l'autre. Alors, la première composante dont on peut parler, c'est la conduite forcée. Alors, la conduite forcée sert à amener l'eau à la turbine. Typiquement, la conduite forcée n'est pas une composante de la turbine. Alors, contractuellement, ce n'est pas une composante. Mais par contre, elle a un rôle assez primordial, c'est d'amener l'eau à la turbine. Alors, quelques exemples dans cette galerie de conduite forcée. Ici, c'est une très ancienne centrale, la centrale des Sept Chutes à Saint-Ferréol. Et on voit la conduite forcée qui, à cette époque, était faite en tôle rivetée. Ici, on a un autre exemple. Il s'agit maintenant de tôle soudée, où chaque turbine, il y a 4 turbines à Kootenay-Canal, chaque turbine a sa propre conduite. Alors ici, on a un canal qui amène l'eau, et ici, on retourne l'eau à la rivière. Un exemple assez intéressant d'une conduite forcée, elle est à flanc de montagne. On note qu'à chaque changement de direction ou de pente sur la montagne, on a des ancrages pour reprendre les efforts. Donc, le changement de direction implique un changement de quantité de mouvement et il en résulte des forces assez importantes. Donc, il faut avoir des ancrages très solides. À l'occasion, on peut aussi avoir des tunnels. Probablement que c'est ce qui se trouve ici. On doit percer la montagne pour aller chercher l'eau un peu plus loin au-delà. Alors, on voit le genre d'installation. On comprend que la conduite forcée peut être un coût assez majeur dans une installation hydroélectrique. L'aménagement des conduites forcées peut faire partie d'un aménagement global assez complexe, où on peut avoir des stations de pompage qui ramènent l'eau dans un collecteur principal. Et ensuite, cette eau-là est dirigée sur les turbines principales. Ici, dans le cas de l'aménagement de Cleuson-Dixence, on exploite une chute de presque 2000 mètres. C'est probablement le record mondial. À l'occasion de l'opération des turbines, les changements de régime, donc les variations de débit, occasionnent dans le fluide, dans la colonne d'eau, des ondes qui se propagent. Et ce sont des ondes de pression qui peuvent être en surpression ou en dépression. Ici, on voit de façon évidente qu'il y a eu une dépression. Ici, on a eu une surpression. Évidemment, ce sont des phénomènes qu'il faut éviter. L'eau qui arrive de l'amener entre dans la bâche spirale, dont le but est de créer un tourbillon libre, donc une rotation fluide, avec des vitesses tangentielles inférieures au grand diamètre et des vitesses tangentielles supérieures au petit diamètre. Cette eau-là, en fonction de la section, est dirigée entre les avant directrices ici. Donc, on essaie d'avoir une alimentation la plus régulière sur le pourtour des avant directrices. Lorsque la chute est faible, dans le cas des turbines Kaplan, l'énergie, la chute est moins importante. Et donc, on n'a pas besoin d'un organe aussi compliqué et aussi encombrant. Donc, on va se construire une bâche frontospirale où les piles vont amorcer la vitesse tangentielle pour le tourbillon libre, qui va ensuite se poursuivre dans la portion spirale de la bâche. Pour le bulbe, on est encore sous des chutes inférieures. Alors, il n'y a plus de composante tangentielle qui est créée par la bâche. Il n'y a plus de bâche, en fait. On a une vitesse qui est axiale. Et le tourbillon n'est créé qu'en dernier lieu par les directrices, juste avant la roue. Quelques représentations de la construction d'une bâche spirale. Alors, les sections de bâche sont soudées entre elles et assemblées au flasque de l'avant-distributeur. Ici, lors de la construction de Manic 5, on voit différents groupes qui sont
à différentes étapes de leur construction et on voit l'avancement des travaux sur la bâche. L'avant-distributeur est constitué des avant-directrices et des flasques de l'avant-distributeur. Son rôle est plus un rôle mécanique. En fait, la bâche est constituée d'un réservoir sous pression et on a créé une ouverture pour permettre d'amener l'eau à l'intérieur de la roue. Alors, cette ouverture crée une faiblesse et donc on a besoin de reprendre ces efforts et de les transmettre entre le haut de la bâche et le bas de la bâche. Et ces efforts sont retransmis par les avant-directrices. Alors, les avant-directrices ont un rôle structural, mais évidemment, comme ils sont dans l'écoulement, on doit les profiler pour qu'elles nuisent le moins possible. Les directrices sont constituées d'aubes qui pivotent de façon synchronisée, de sorte que l'espace entre elles contrôle le débit qui passe dans la machine. Les jeux entre les flasques et les directrices sont de quelques dixièmes de millimètre. La roue joue un rôle très important. Elle sert à absorber l'énergie qui est dans la vitesse tangentielle de l'écoulement et à le transmettre à l'arbre pour faire de l'électricité avec l'alternateur. Son rôle, c'est de dévier l'écoulement de telle sorte qu'à la sortie, on ait une vitesse axiale parfaite. Évidemment, cette vitesse axiale parfaite ne se retrouve qu'au point de fonctionnement optimal parce qu'en fonction du débit, on va avoir des vitesses résiduelles de rotation sous la roue qui viennent pénaliser le rendement de la machine. Alors, typiquement, la roue est constituée d'environ 13 aubes. On utilise un nombre impair d'aubes presque toujours, puisque pour les directrices, on a des nombres pairs et on évite ainsi des chargements dynamiques inutiles. On voit ici le bord d'attaque de la roue. C'est le bord qu'on voit sur le croquis ici. Alors, donc, on le voit ici. On voit la ceinture de la roue, qui est la portion de la roue qui est ici. Ici, on a le flasque des directrices et ici, on a les directrices. Le flasque ne tourne pas, la ceinture tourne parce que les aubes sont soudées sur la ceinture. Et l'espace radial entre le flasque et la roue est d'environ 2 mm pour une roue de 5 mètres de diamètre. La roue, couplée à l'arbre et à l'alternateur, fait un ensemble tournant qui va peser quelques centaines de tonnes. On comprend bien à ce moment-là que le petit 2 mm radial ici, c'est très serré. On veut avoir des jeux le plus serrés possible pour éviter que l'eau contourne la roue et par cette perte volumétrique ne contribue pas à la puissance de la machine. L'aspirateur se trouve sous la roue. Il a le double rôle de retourner l'écoulement à la rivière et d'en récupérer l'énergie cinétique. De fait, dû à la divergence qu'il existe entre l'entrée de l'aspirateur et la sortie, grosso modo, on va passer d'une énergie cinétique qui représente 5 mètres de colonne d'eau à quelques dixièmes de mètre à la sortie de la turbine. Donc, la différence est récupérée et transmise à l'arbre. Donc, c'est une composante très importante pour les turbines de basse chute. Alors, voici ce qui complète la présentation du rôle hydraulique des composantes de la turbine. Je vous invite à poursuivre avec le prochain vidéo sur les bases de l'ingénierie hydraulique de la turbine. À bientôt.